On dit que les voyages forment la jeunesse. Mais jeune ou moins jeune, je suis sûr que vous n'allez pas vous précipiter chez votre agent de voyage après avoir vu notre émission. Il y en arrive des histoires en voyage, surtout si on se fie aux légendes urbaines. Juste à penser que certaines d'entre elles peuvent être inspirées de faits réels, ça donne froid dans le dos. Comme celle qu'on va vous présenter à l'instant. Je suis sûr que vous allez y penser 2 fois la prochaine fois qu'un pousseux va vous demander un lift. C'est l'histoire d'un homme qui passait beaucoup de temps sur la route. Une espèce de représentant qui devait voyager des centaines de kilomètres chaque jour. Comme faire de la route, c'est pas toujours amusant, il avait pris l'habitude de prendre des autostoppeurs, question de se divertir et d'éviter de s'endormir au volant. Surtout pour de longues distances. Il préférait les autostoppeuses, en fait. Mais cette journée-là, la demande était plutôt du côté des gars. Il en voit justement un sur le bord de la route. La cinquantaine, la barbe longue et l'allure d'un sans-abri. Il était pas très rassuré, mais comme il était vraiment fatigué, il voulait de la compagnie. Puis, il se dit qu'il faut pas se fier aux apparences. Il embarque donc cette espèce de clochard en lui demandant de s'asseoir sur la banquette arrière, question de mettre de la distance entre lui et l'odeur de son passager. Mais au bout d'un moment, il commence à s'inquiéter. Il se demande si c'est vraiment une bonne idée que d'avoir embarqué cet homme-là. C'est vraiment pas très prudent de se retrouver comme ça, tout seul, dans une voiture au milieu de nulle part, avec un étranger qui a l'air si louche. Il aurait peut-être mieux fait d'endurer sa solitude. Heureusement, quelques kilomètres plus loin, il aperçoit un autre autostoppeur. Celui-là est jeune, propre, il a les cheveux courts. Bref, il a l'air honnête. Il se dit qu'avec un autre passager, il sera plus en sécurité. Si je peux embarquer, j'habite pas bien loin. Alors il s'arrête et offre au jeune homme de le reconduire aussi. Lui, il peut s'asseoir sur la banquette avant sans problème. Mais l'auto vient tout juste de reprendre la route quand le nouveau passager brandit un fusil et demande aux 2 hommes de lui donner leur argent. Le chauffeur lui lance son portefeuille en implorant sa pitié. Au même moment, le sans-abri saisit le jeune homme par le cou et l'étrangle d'un mouvement rapide et sec. Le conducteur se gare sur l'accotement afin d'appeler le 911, mais le passager l'en dissuade. Il vient tout de même de tuer quelqu'un. Le conducteur est dans tous ses états. Il n'en revient pas. Il est vraiment mal à l'aise d'avoir pensé du mal du sans-abri. À l'avenir, il n'y aura plus de préjugés à l'endroit des gens qui ont l'air moins fortunés. Ça, il le promet. Mais il veut savoir comment le clochard a fait pour comprendre aussi vite ce qui se passait sur la banquette avant. Bah, répond le sans-abri, je me méfie toujours des gens qui ont l'air trop bien. Et en plus, ce gars-là, c'est un amateur. Il vous a attaqué beaucoup trop tôt. Il fallait qu'il gagne votre confiance, lentement mais sûrement. Moi, je suis dans le business depuis des années. Mais aujourd'hui, c'était mon jour de congé. D'un côté ou de l'autre, tout est risqué. Prendre un autostoppeur, c'est un potentiel voleur, tueur, psychopathe, fou. Et puis, tu sais, être autostoppé, tu vas te faire embarquer par quelqu'un qui va te violer ou qui va te séquestrer, t'arnaquer. C'est bien dommage parce que, franchement, s'il y a quelque chose qui devrait comme revenir à la mode, ce serait ça. C'est du covoiturage, c'est des rencontres, c'est quand même formidable d'avoir 17 ans puis d'aller en Gaspésie, en autostop, puis de rencontrer du monde avec qui tu t'échangeais, tu partageais 1000 fois plus ça que d'être dans un autobus, là. Moi, quand j'ai ramassé des autostoppeurs à l'occasion, j'ai jamais eu de pépins ou de complications au niveau danger, sécurité. Il y a des gens que j'ai trouvés très pénibles. Ils contaient des histoires à pu finir qu'on voulait pas entendre et qu'on aurait préféré écouter la radio. Mais au niveau des gens, qu'on m'a déjà conté des histoires en Europe, on embarque comme autostoppeur dans une voiture et finalement, la personne disait qu'il allait à une ville, mais il va pas à cette ville-là, il nous amène dans un autre village. Ça devient pénible quand c'est pas là que tu veux aller.
Et sur l'autre côté aussi, il y a des gens qui ont déjà pris des autostoppeurs, qui ont déjà regretté. Ma mère m'avait conté une histoire une fois qu'elle avait pris quelqu'un, et quelques kilomètres plus loin, et elle lui demandait « Tu viens de où? Qu'est-ce que tu fais? » Il dit « Ah, je viens de sortir de prison. » Puis elle leur a dit « OK, donc t'es libéré? » Il dit « Non, je viens de m'évader de prison. » C'était plutôt ça l'histoire qu'il lui contait. Alors je pense qu'elle l'a regretté d'avoir pris l'autostoppeur. Est-ce que c'est vrai comme histoire? Bref, c'est peut-être aussi juste une histoire que ma mère m'a contée pour pas que je fasse d'autostop ou pour pas que je prenne l'autostoppeur, tout simplement. Dans les légendes qui sont basées sur l'autostop, on fait peur aux filles par l'aspect sexuel de ce qui risque de se faire agresser, tout ça. Là, c'est des gars, effectivement. Fait que là, c'est le vol. D'ailleurs, il y a très peu d'études qui se font au niveau de la criminalité, les risques au niveau de l'autostop. Puis, sauf que, effectivement, il y a 4 fois plus de délits qui sont faits envers des gars que des filles en autostop. Il y a peut-être 4 fois plus de gars qui en font, par exemple. Il y a quelque chose de pas complexe, là, mais il y a un petit challenge, il y a un défi intéressant parce que les apparences sont trompeuses. On s'y attend pas. C'est l'autostoppeur, apparemment bien sous tout rapport, qui veut le voler, qui veut le détrousser. Et ça, c'est vraiment génial parce que le vieux en arrière, finalement, c'est lui qui fait la passe. Il tue. Mais en même temps, le meurtre dans cette légende urbaine-là, c'est vraiment le meurtre comme dans les contes. Souvent, c'est une espèce de meurtre rocambolesque. Et le conducteur, il s'est trompé sur toute la ligne. Parce que tu fais, aïe, aïe, wow, c'est le vieux qui le tue. Finalement, c'est un bon gars. Finalement, c'est un bon gars. Il aide le conducteur. Haute complexité, haute péripétie. Il est chanceux parce qu'aujourd'hui, c'était mon jour de congé. Et là, tout se renverse constamment. Qui c'est qui est le bon, qui c'est qui est le méchant? Enfin, c'est indécidable. Là, c'est mon bout de conscientisation sociale, OK? J'ai travaillé avec les sans-abri beaucoup. Puis on a tendance à les, justement, rendre menaçants, surtout ceux qui sont affectés par un trouble mental, tu sais. Dans la réalité, il faut savoir que les sans-abri, là, ils ont bien plus de chance, et de malchance, en fait, de se faire attaquer et d'être victime d'un acte criminel que d'en commettre soi-même. D'ailleurs, les pires choses qui leur arrivent au niveau criminel, c'est souvent d'avoir à payer des contraventions, d'être emprisonné parce qu'ils sont obligés de les payer, en fait, pour avoir troublé la paix, pour avoir, flâné dans un lieu public. Fait que je trouve que effectivement, des fois, la légende urbaine, si je trouve un travers, c'est qu'elle va prendre un préjugé, elle va l'exploiter par le lien de la peur. Puis la peur, ça se base sur l'ignorance. Puis là, ça vient gonfler socialement vraiment un préjugé qu'on entretient face à une classe de gens. Il y a quelque chose aussi, c'est le lieu. Il y a une voiture, là, même si elle est spacieuse, là, c'est quand même pas grand. Tu sais, t'es dehors, tu fais de l'autostop, t'es au plein air, puis comme ça, tu te retrouves dans un lieu où t'es pas claustrophobe habituellement, généralement, parce que soit c'est ta voiture, ou c'est la voiture de quelqu'un que tu connais, mais là, le fait que ce soit la voiture d'un inconnu, on dirait que le réel se rapproche. La voiture rapetisse. Quand on entend ces légendes-là, on la voit, la voiture rapetisser, et là, ça devient le lieu de tous les possibles. J'étais dans un milieu perdu de ma vie. Bon, il y en a une couple quand même, mais dans le milieu de la vingtaine. Puis là, je suis parti justement avec des moyens très économes en auto pour faire un voyage d'1 mois en Floride. Fait que je reviens de mon voyage, puis là, je croise une autostoppeuse qui a l'air un petit peu suspecte. Mettons que la douche, ça fait longtemps. Puis je l'embarque, tu sais, puis tout ça. Puis effectivement, elle s'en allait quand même dans le nord des États-Unis. Je l'embarque à Jacksonville à peu près, fait que ça va être une longue ride. Mais correct. Puis elle avait l'air de vraiment pas avoir beaucoup de moyens. Fait que j'ai offert, tu sais, de partager la chambre de motel, 2 lits, tout ça, puis d'y offrir le repas, puis tout ça. Mais elle avait l'air vraiment bizarre, là. Tu sais, elle avait des tics nerveux, puis tout ça. Elle déparlait, d'après moi, elle était en psychose. Puis on se retrouve au restaurant, puis elle utilisait sa fourchette puis son couteau d'une drôle de façon. Tu sais, genre, c'était un peu menaçant. Puis, fait que là, tous les préjugés, évidemment, la personne que tu connais pas, qui a un désordre mental, puis tout ça, là, tu penses, tu sais, y a-t-il un risque pour moi? Puis dans la nuit, elle s'était réveillée dans son lit, tout ça, puis elle criait. Elle m'a regardé, elle m'a pitché de quoi. Elle a sacré son camp par la porte, elle l'a claqué, je l'ai jamais revu. L'impression que j'ai, moi, c'est on dirait qu'on couvre nos enfants davantage maintenant. Je dirais, à l'époque, c'était normal, à 8 ans, de prendre l'autobus puis aller voir ses amis. Moi, personnellement, je prenais l'autobus, j'allais voir mon cousin avec un transfert. J'y allais 2 fois par semaine pendant l'été. Et aujourd'hui, on dirait que c'est inimaginable de penser que son enfant de 8 ans pourrait prendre l'autobus seul, l'autobus de ville ou même le métro.
On dirait qu'on couvre nos enfants davantage, donc peut-être que l'autostoppeur est moins populaire qu'il l'a déjà été. C'est bien dommage que toutes ces histoires-là circulent. Ça a marché, ça a fait peur à tout le monde. Oui, il est arrivé des choses, probablement. Probablement. Oui, il y avait un risque, mais bon... il y a tellement de monde qui en ont profité puis qui ont vécu des choses merveilleuses. Puis là, maintenant, écoute, la dernière affaire que je voudrais savoir, c'est que mes enfants aient fait de l'autostop. Surtout ma fille, que je te prenne pas à faire ça, que je te prenne même pas à écouter ce que je suis en train de dire là. J'ai jamais fait ça. Allez magasiner à Plattsburgh. On l'a tous déjà fait. Mais la prochaine fois que vous irez faire vos emplettes aux États-Unis, soyez prudents, parce que vous risquez de rapporter autre chose que ce que vous avez acheté. Savez-vous que la nouvelle stratégie pour les passeurs de drogues américains, c'est de trouver dans les stationnements des centres d'achat des voitures avec des plaques d'immatriculation du Québec, d'y cacher leur drogue sans laisser de traces d'infraction et de suivre les véhicules jusqu'à l'autre côté des douanes. Ils choisissent souvent des véhicules avec des sièges pour bébés ou des plaques bébés à bord. Ils sont pas fous. Ils savent que ces véhicules-là ont moins de chances d'être fouillés que des voitures sport conduites par des ados à casquette. Alors, une fois traversé les douanes, si vous êtes chanceux, ils vont venir récupérer leur butin tranquillement pendant que vous êtes aux toilettes ou même le soir chez vous pendant que vous dormez. Si vous êtes moins chanceux, ben vous allez vous retrouver en prison pour trafic de drogue. C'était les Sœurs Lévesque, les valises des Sœurs Lévesque. Moi-même, c'était pas les valises rouges. Ça fait plus de 20 ans, je pense que c'était des femmes qui venaient du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean. Et c'était deux petites madames, vraiment deux petites madames, et qui sont accusées d'avoir ramené de l'héroïne. Elles se font pogner à l'aéroport, mais elles disent « Non, c'est pas nous. Ça a été mis là à notre insu. » Et puis, t'as envie d'y croire, mais plus ça va, il y en a une des deux sœurs, c'est pas clair. C'est pas encore clair aujourd'hui, je pense. Tu sais, tu dis, apparemment, on leur a mis quelque chose là à leur insu. Et ce qui est terrible, quand dans les légendes urbaines, dans la vraie vie comme dans les légendes urbaines, c'est que le doute reste. Je me suis toujours rappelé de cette histoire-là, puis c'est vraiment en vieillissant que j'ai fait, ça se tient pas de bout, mais pas du tout, mais j'ai été pétrifiée de ça, puis je l'ai raconté très, très souvent. C'est un couple qui aurait pris l'avion avec un bébé naissant qui tenait vraiment sur eux, un bébé anormalement calme, qui dérangeait personne, sur qui l'agent de bord aurait, échappé du café bouillant. Le bébé ne réagissant pas, l'agent de bord avait comme sonné un petit peu l'alarme. On avait escorté ce couple-là pour se rendre compte que le bébé, en fait, était un cadavre de bébé qui avait été viscéré, vidé de ses entrailles pour le remplir de cocaïne. Puis, mais tu sais, j'ai eu tellement peur, moi, quand on m'a raconté ça. J'ai trouvé ça tellement effrayant que moi aussi, là, quand j'étais petite, c'est vrai, tu sais. Moi aussi, j'ai fait du millage avec ça. Mais maintenant, je fais comme, écoute, que de soucis, que de macabre pour ça. Tu sais, je pense que tu prendrais une poupée à la place, là. Puis ça se peut plus, puis ça se peut pas, parce que même un bébé de nos jours, de toute façon, il faut le montrer. Il y a son passeport aussi. Bon, ça, c'est avant ça, mais tu sais, de toute façon, je pense qu'il y a toujours eu un contrôle un petit peu plus strict des passagers. C'est tellement drôle, parce que tu vas sur Internet, puis tu cherches au niveau du passage aux douanes, de se faire pogner avec la drogue, des choses comme ça. La manière que la drogue passe, c'est pas du tout comme ça, mais t'as un paquet de légendes urbaines qui circulent sur des blogs, puis sur des forums, qui ont ni qu'une tête, tu sais. Puis justement, on transpose ça comme un fait réel. Puis ça, c'est un mécanisme qui est vraiment efficace dans les légendes urbaines, là, parce que là, tu dis, c'est comme une vérité qui est sortie de nulle part, que tout le monde véhicule, mais qui n'est pas documenté, comme quoi que c'est la façon dont la drogue se passe le plus souvent, tu sais. Mais, allô? Tu sais, quand on étudie le phénomène, on sait qu'il va y avoir, mettons, de la drogue qui va être passée beaucoup plus par des gens à pied, beaucoup plus par motoneige, par bateau, tu sais, ou par les transports commerciaux, tu sais, effectivement, dans les camions, des choses comme ça, mais qu'on vient porter de la drogue généralement, c'est dans le réservoir d'essence. En plus, c'est un peu difficile, techniquement, de faire ça sans que personne s'en aperçoive. Cette histoire-là, je peux pas m'empêcher de ne pas y croire puisque je connais. Là, regarde, c'est une histoire qui m'a été rapportée par des gens que je connais très, très bien et depuis toujours, qui ont acheté, eux, un bien de luxe à l'étranger, un bijou. Ils ont acheté ça à la fin du séjour parce que tu trimballes pas ça. Tu peux même pas mettre ça dans un coffret de sûreté d'hôtel. Et qui sont rentrés et que la première journée où ils sont à la maison, avant de pouvoir aller mettre ça dans un coffre de sûreté à banque,
Il y avait une voiture qui était comme toujours autour de la maison depuis qu'ils étaient rentrés. Ils avaient remarqué ça en se disant probablement que c'est un inspecteur ou un détective qui est en train de faire de la surveillance et tout ça, et que le bijou est disparu vraiment là, de premier tiroir dans la chambre, moins de 48 heures après être rentré au pays avec ça. Donc, que du monde soit capable de savoir que tu as quelque chose de précieux, te suivre jusque chez vous pour aller chercher l'affaire, ça se peut. Ça se peut. Après la pause, une nuit à l'auberge avec déjeuner compris. Un déjeuner au goût très familier. En 1831, à Perbeil, en France, une auberge aurait été le théâtre de meurtres sordides. Les deux propriétaires, leurs neveux ainsi que leurs domestiques auraient assassiné plusieurs clients afin de leur extirper leur argent. On raconte que les meurtriers faisaient cuire les cadavres pour s'en débarrasser. En 1833, les 4 accusés ont été condamnés à la guillotine. Qui a dit que ce genre de crime-là, ça n'arrivait que dans les légendes? Les sites Internet qui commentent les hôtels, moi, je me fierais là-dessus si je partais en voyage. Parce qu'on sait jamais vraiment où on peut aboutir. On peut se sauver de bien des ennuis en sachant ce que d'autres voyageurs ont pensé de l'endroit où on compte aller. On entend tellement d'histoires d'horreur, comme celle que m'a racontée une amie. Il y avait 2 filles qui voyageaient ensemble à vélo. Une espèce de tour des États-Unis avec des sacs à dos. Sans réservation nulle part. Quand elles en avaient assez de pédaler, elles s'arrêtaient puis trouvaient un petit gîte sympathique. Jamais de grands hôtels ou de chaînes commerciales. Ce jour-là, elles roulaient sur une route de campagne aux États-Unis quand elles remarquent qu'elles sont perdues. Pas grave qu'elles se disent. Il y a une charmante auberge tout près. Elles dormiraient d'abord, puis retrouveraient leur chemin demain, après un copieux petit déjeuner qui est justement inclus dans le prix de la chambre. Une dame leur ouvre la porte. Elle semble contente de recevoir du monde. Ça doit pas affluer de touristes, une auberge perdue dans les bois. La proprio les informe qu'il n'y a que 2 chambres avec chacune un lit simple. Mais comme les 2 chambres sont libres, elles peuvent les prendre si ça leur convient. La première chambre est à l'étage, isolée, avec une salle de bain dans le corridor. La seconde est au rez-de-chaussée, avec une salle de bain privée. La dame les avise que le déjeuner sera servi vers 8 heures. Un vrai petit déjeuner de cow-boy. Des œufs servis avec un steak. Ça devrait leur donner assez d'énergie pour reprendre la route. Les filles choisissent chacune une chambre. Celle à l'étage pour la plus aventurière des 2, celle du rez-de-chaussée pour la fille la plus peureuse, qui préfère dormir près d'une chambre occupée par quelqu'un d'autre. La propriétaire, en l'occurrence. La fille qui couchait à l'étage, loin des autres, a bien de la difficulté à dormir. Elle a le sommeil agité et fait des mauvais rêves. Elle se réveille parfois en sursaut, certaines d'entendre des cris dans la nuit. Sûrement un animal dans la forêt, tout près. Le lendemain matin, elle descend à la cuisine. Son ami n'est pas encore levé, mais comme elle a une faim de loup, elle demande à la dame de lui servir son déjeuner tout de suite. En attendant d'être servie, elle regarde le paysage par la fenêtre. Un détail attire son attention. Le vélo de sa copine n'est plus là. Elle est peut-être allée faire une promenade matinale, question de s'ouvrir l'appétit en vue du déjeuner costaud qui les attendait. L'aubergiste lui apporte son repas. Des œufs, des patates et un énorme morceau de viande. Elle se dit que c'est vraiment une excellente idée de manger du bœuf au petit déjeuner, surtout quand on doit pédaler toute une journée. Mais son ami tarde vraiment à revenir. La fille questionne donc la dame qui lui dit que son ami a quitté très tôt ce matin. Elle avait eu un appel qui l'avait bouleversée et elle était partie très, très vite. La fille hésite entre l'inquiétude et la colère. Non, mais la laisser comme ça, toute seule dans la campagne américaine, qui avait bien pu appeler? Qui savait qu'elles étaient ici? Elle commence à être réellement inquiète, pensant à la longue route qu'elle devait maintenant faire seule.
C'est à ce moment-là qu'elle mord dans quelque chose de vraiment dur, comme un morceau de métal. Ça lui prend pas beaucoup de temps pour reconnaître ce qui se cache dans son steak. C'est le bijou que son ami portait au nombril et qu'elle n'enlevait jamais. Même pas quand on la dépeçait pour en faire l'élément protéiné d'un excellent déjeuner de cow-boy. Dénoncez! Si le monde rentre dans l'hôtel à côté de chez vous, ne ressorte jamais. Parlez-en, de grâce. Tweetez pour une fois que ça va servir. Je n'ai lu des histoires, là, le bon monsieur en Angleterre, là, qui était laitier, là, puis qui avait des ossements humains, là, de je sais pas combien de cadavres dans son petit terrain en arrière, mais il mangeait pas. Je faisais pousser des patates par-dessus. Tu te replonges dans Children of the Corn, quasiment, de Stephen King, puis toute sa façon d'amener le Midwest américain avec les Yahoo, cannibales, consanguins, qui, en surface, sont bien hospitaliers, mais finalement, check-toi aller, puis qui vont être des psychopathes en puissance perdus dans le rang 7. C'est vraiment ça. Puis là, en plus, la culture du film d'horreur, où ce que tu dis, quel conne va aller en vélo se promener dans le Midwest américain de cette façon-là, dont une des deux n'est pas du tout aventureuse. Très crédible. Mais c'est ça, fait que là, t'as juste le goût de te dire, mais qu'est-ce que tu faisais là, fille? C'est pas impossible parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent, qui réservent des voyages et qui veulent faire du backpack pour se retrouver en plein milieu de nulle part. Comme si on doit être isolé pour voir la culture locale et voir les mœurs et coutumes de tout le monde. La probabilité que ça arrive, surtout de cette façon-là, elle est tellement infime. Est-ce que vous connaissez, au coin de chacun des rangs de campagne, un psychopathe prêt à t'accueillir pour te servir au petit déjeuner? Tu sais, c'est comme, bon, c'est certain que c'est gros, mais ça vient mettre en lumière quand même un petit risque qu'on va cogner une porte un petit peu inconnue pour passer la nuit, et puis on sait même pas où qu'on en est rendu, on est un petit peu désorienté, puis tout ça, tu es à l'étranger. C'est pas nécessairement conseillé, hein? Tu documente-toi, puis ça va peut-être bien aller. Mais effectivement, tu sais, ça vient refléter une peur. C'est peu probable que ça arrive, mais elle est là, fait qu'on peut l'exploiter dans une légende urbaine. Il reste quelque chose de possible là-dedans. Il reste que tu sais pas là, si tu vas pas tomber sur un esprit dérangé quelque part. Qu'il y a des filles qui sont allées rencontrer des gars et qui ont été tués. Le film, ça m'avait laissé tellement l'air bête là, avec Diane Keaton, Looking for Mr. Goodbar, là, la fille sans histoire, parfaite, qui tout à coup trouve un amoureux. Puis... Y a-tu? Je m'en suis jamais remis, tu sais. C'était vraiment très, très plate. Les légendes, là, tu sais, où le lieu est très important, on s'entend que dans cette légende-ci, tu sais, le lieu est plus qu'important. Et il y a quand même pas mal de légendes où le lieu est primordial. C'est quelqu'un, par exemple, qui s'en va à New York, qui rencontre quelqu'un dans un bar et qui retourne à sa chambre d'hôtel. Premièrement, il y a le bar. Hein? T'es pas chez toi, t'es dans un bar, on boit, on danse, tout peut être là, le monde interlope. Et puis, tu es un étranger, t'es à New York, tu t'en vas dans ta chambre d'hôtel, et dans cette chambre d'hôtel-là, quand le lendemain matin, tu te réveilles, après avoir baisé sauvagement, dans le miroir, c'est marqué « I have AIDS ». J'ai le sida. Tu as souvent ces trucs inattendus. On t'ôte quelque chose ou on te donne quelque chose. Vous savez, en général, on entend des histoires, mais jamais des histoires aussi graves que ceux-là. Par contre, certaines personnes vont acheter des hôtels directement en ligne ou quoi que ce soit. Et quand ils arrivent là, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, il y a des coquerelles immenses dans les chambres, ces choses-là. Ça devient toute la base nécessaire pour commencer à créer des histoires qui deviennent de mal en pire. Et quand on prend le pire de tout le monde et on le met ensemble, ça fait une histoire qui est effrayante, mais qui est probablement jamais arrivée, par contre.
quand je voyage en avion, je fais attention de pas trop boire parce que j'essaie d'éviter d'aller aux toilettes le plus possible. Même les hôtesses se retiennent autant qu'elles peuvent. Parce qu'il paraît que si on actionne la chasse d'eau quand on est encore assis sur le siège, la pression va être tellement puissante qu'on peut être aspiré par le bol. Alors, on ne sera pas éjecté, mais on risque d'avoir l'air pas mal fou, coincé dans le bol de toilette en attendant que l'agent de bord vienne nous libérer. Et ça, là, ça, vois-tu, je suis peut-être quelqu'un qui accumule beaucoup de savoir inutile dans la vie, mais ça, il y avait un livre sur les légendes urbaines, puis il y avait un autre livre colligé, tu sais, un livre d'aéroport que j'avais lu, où vraiment c'était des questions comme ça, des faits, et quelqu'un qui répondait. Et moi, même ma tête sur le bio, là, je suis peut-être ben naïve, mais j'ai lu que une madame qui avait vraiment des grosses fesses puis qui avait réussi à sceller complètement le bol de toilette avait bougé la chasse d'eau et que la succion avait fait qu'écoute, il était descendu quelques pieds d'intestin dans la toilette. Puis ça m'a tellement frappé cette affaire-là que j'ai raconté ça pendant 10 ans, tu sais. T'as toujours la même affaire, à moitié du monde qui disait pauvre folle. Mais j'ai lu ça quelque part. Fait que aidez-moi quelqu'un, là. Tu sais, je l'ai pas halluciné. C'est déjà arrivé. La toilette. Je me demande, j'aimerais ça faire un décompte, une grille qui va arriver en première position aux Olympiques du lieu le plus cité, le plus utilisé dans les légendes urbaines. Moi, je pense à la toilette. Tu sais, tout ça, tout peut arriver. Puis moi, on m'a raconté que dans ma famille, que ma tante Alice avait été dans une vieille toilette, puis t'avais un appel d'air, un trou là, et qu'elle se serait assise sur la toilette avec sa robe, puis qu'un rat serait tombé de ce trou-là sur sa robe. Puis ça, ben, on croit tout à ça dans la famille que c'est vraiment arrivé. Donc le truc de l'avion, why not? Toutes les compagnies aériennes et tous les vols tous les jours, si c'était quelque chose de fréquent, on le saurait. Au retour, encore un autostoppeur qui va prendre l'autobus la prochaine fois. Ah, la moto, le symbole de liberté par excellence. Mais voyager à motocyclette, c'est pas toujours sécuritaire. Prenez par exemple ce motocycliste qui avait l'habitude de porter son jacket à l'envers, avec la fermeture éclair dans le dos, pour qu'il soit plus étanche au vent. Eh bien, un jour, il y a eu un accident, puis il s'est retrouvé couché sur le ventre, sous la moto. Un passant qui s'était porté à son secours a donc décidé de lui remettre la tête dans le bon angle. Ouch! Et ça, c'est Buster Keaton, là. Tu sais, je trouve que c'est l'esprit de ceux qui font des dessins animés, là, exactement, tu sais. C'est pas logique, mais c'est drôle à maudit. C'est drôle à maudit. Puis regarde ça, c'est péché de vanité, hein? Tu voulais être aérodynamique, là? Mais c'est vraiment très, très drôle. C'était fort aussi comme image. Je voyais le gars, tu sais, avec son jacket à l'envers, tout fier d'avoir trouvé quelque chose que peut-être pas tout le monde a trouvé, tu sais. L'air rentre pas, le zipper, il est en arrière, tu sais. Wow, brillant. Mais le fait d'être brillant, des fois, on finit dans le néant, la tête à l'envers. Notre prochaine légende met en scène un autostoppeur pas vraiment futé. Elle aurait été publiée pour la première fois en 1979. En 2002, elle apparaît sur Internet. En 2004, elle est publiée à nouveau dans un livre d'humour. Et en 2007, elle refait surface sur le web, cette fois-ci présentée comme un fait vécu par un étudiant australien. C'est arrivé un soir de rage où ça tombait comme des cordes et où il faisait noir sans bon sens. Pas le soir idéal pour faire du pouce, mais il y a un gars qui devait absolument rentrer chez lui. Et comme il était vraiment cassé, il n'avait pas le choix de faire de l'autostop pour revenir à la maison. Le voici donc sur le bord d'une petite route avec sa lampe de poche, dont les piles, évidemment, décident de rendre l'âme. Heureusement qu'il y a les phares des voitures, sans quoi, il serait dans la pénombre totale. Mais personne ne s'arrête. Il commence à être découragé. Il arrive près d'un restaurant et décide de s'y arrêter, au moins le temps que la pluie cesse. Au même moment, une voiture s'approche lentement derrière lui. Sûrement quelqu'un qui veut aller au restaurant aussi. Mais non, la voiture roule vraiment lentement. Alors le jeune homme devine que le conducteur veut qu'il embarque. Il perd pas de temps et saute sur la banquette avant, sans prendre la peine d'informer son bon samaritain de sa destination.
il pensait plus à se protéger de la pluie et du froid qu'à faire connaissance, mettons. En se retournant, il voit une chose à laquelle il s'attendait pas. Il n'y a pas de conducteur. La banquette du chauffeur est totalement vide. Qu'est-ce qui se passe? Comment la voiture peut-elle avancer toute seule? Il y a la réponse très vite. Une main blanche, comme celle d'un mort, saisit le volant par la fenêtre. Il a fait sauter dans une voiture fantôme. Comme la voiture roule toujours très lentement, le gars ouvre la portière et se jette à l'extérieur du véhicule et court en panique vers le resto. Dans le snack bar, il commence à raconter son histoire au serveur. Il n'y avait pas de conducteur. Au même moment, un autre homme entre dans le resto, derrière lui. Oui, François. Le nouveau client demande au commis d'appeler une dépanneuse car il est en panne sèche. Ah ouais, sérieux? Ouais, Puis, en voyant le gars, il ajoute « Ah ben, lève-là le petit malin qui est entré dans mon char pendant que j'étais en train de le pousser jusqu'ici. » Ben, le voyage, c'est le non-lieu souvent. Parce que quand on parle du voyage, tu vas d'un point A à un point B, et entre ça, tout est possible. C'est une ouverture sur tous les possibles, et c'est encore plus intéressant quand tu n'arrives pas à te rendre au point B. C'est effectivement toujours le fait d'être pris au dépourvu. T'as une panne de voiture toi-même, t'es perdu dans un rang quelque part, faut que tu te rendes à la station de gaz, peu importe c'est quoi la raison. Puis là, t'es pogné à faire du pouce. T'es pogné à embarquer dans un auto, puis ça, ou n'importe quoi. Puis là, il y a cette espèce de tout l'esprit du fantôme qui revient. Là, c'est la maison hantée roulante. Moi, ce qui m'épate, ça va être le génie du réalisateur qui va être capable au montage de rendre ça crédible. Parce que là, t'as quelqu'un qui est perdu dans un rang quelque part, une vieille petite route de campagne, ce qu'il voit pas à 1 mètre de lui. Puis là, tout d'un coup, effectivement, il y a une voiture qui arrive, il rentre dans la voiture, voit une main, pogne panique, pense qu'il n'y a pas de bras au bout, déjà là. Mais il n'y a personne qui dit « Hey, t'es dans mon char, tabarnouche, tu sais. » C'est que là, on tombe dans les légendes sur l'autostop, mais du type « c'est en avant ». Le danger est en avant, il n'est pas en arrière. Le danger, c'est le conducteur, c'est celui qui t'a embarqué, t'es une pauvre victime. Et puis dans ça, c'est fascinant parce que ce que j'aime dans la construction de cette légende urbaine-là, c'est qu'il y a un paquet de petits détails, et ces petits détails-là vont prendre leur sens quand l'autostoppeur rentre dans le restaurant. Où là, à un moment donné, on lui explique, et c'est la force de cette légende urbaine-là, parce que tout tombe en place. T'as le punch qui déteint, qui explique tout le fantastique qui n'était pas si fantastique que ça, finalement. Il paraît que les gens qui travaillent dans les agences de voyage en entendent des pas pires. En 2010, une liste concernant des demandes de touristes qui s'apprêtaient à visiter Vancouver pendant les Jeux olympiques a circulé sur le web. Voici quelques-unes de leurs questions. Est-ce que je peux visiter les Rocheuses et le Rocher Percé dans la même journée? Est-ce que je peux acheter un castor empaillé? Avez-vous du parfum au Canada? Mais on peut douter de l'authenticité de cette liste-là parce qu'en l'an 2000, la même liste avait circulé au sujet de Sydney, mais cette fois, les touristes voulaient se procurer un koala empaillé. Après la pause, voyager à peu de frais, ça a toujours un prix. On le sait, les légendes urbaines les plus efficaces sont celles qui éveillent nos pires phobies. C'est pas étonnant que celles qui se passent dans les avions soient si populaires. Comme celle-ci. Les agents de bord nous informent toujours que la position à prendre lors d'un atterrissage d'urgence, c'est pencher par en avant, la tête entre les 2 jambes. Eh bien, savez-vous que si on nous demande de prendre cette position, c'est parce que c'est comme ça qu'on a le plus de chances de mourir? Et c'est aussi la position qui protège le mieux le cadavre pour en faciliter l'identification. Et si on regarde dans les derniers 10 ans, avec tous les accidents d'avion, plus le 2/3, voire le 3/4 des gens s'en sont sortis indemnes, alors la position ne doit pas être si méchante que ça.
On peut pas te dire ça, que tu vas mourir assurément si tu te mets dans cette position-là. On va te dire qu'au contraire, les risques que tu meurs sont moindres et que tu te blesses. Mais la raison pour laquelle on ne nous dit pas que l'on va mourir et qu'il est beaucoup plus facile de nous identifier quand on va mourir dans cette position-là, on s'entend que personne ne se mettrait comme ça. Et pourquoi on ne nous le dit pas? Société, efficacité, capitalisme, socialité marchande, logique, efficience, quitte à aller contre la survie de l'espèce, quitte à être inhumain. Ironiquement, c'est qu'il explique jamais tout quand il donne le PAX Brief dans les avions au niveau sécurité. Exemple, ils disent ne gonflez pas votre veste de sauvetage avant de quitter l'appareil. Bon, ben là, les gens disent, ouais, mais si je suis inconscient, je vais me noyer, je pourrais pas gonfler ça. Mais justement, la raison qu'il faut pas le gonfler, parce que si l'avion amérit et commence à sombrer, il va falloir nager et sortir par une porte. Tandis que si ta veste est gonflée, tu montes au plafond, tu peux pas en sortir. Mais ils le disent pas, parce que s'ils disaient tout ça, alors faut pas le gonfler, parce que sinon, vous allez être pris dans le top de l'avion, vous allez mourir. Là, les gens auraient encore plus peut-être peur de prendre l'avion. Il y en a qui n'ont pas peur, mais qui sont un petit peu mal à l'aise. On entend des fois des cris quand ça frappe ou quand ça bouge, ou les madames qui se tiennent, les hommes qui font semblant que tout va bien, mais qui sont morts de peur. Donc peut-être quand ils nous disent de se mettre la tête entre les jambes, ils nous disent pas tout non plus. Si vous avez ne serait-ce qu'une once de malhonnêteté en vous, je vous conseille de ne pas regarder La Prochaine Légende. Parce que c'est une fraude affreuse. Mais il faut aussi avouer que c'est une idée de génie. L'échange de maison, c'est une façon économique de voyager. Mais il faut être très prudent. Prenez le couple qui avait fait tous ses arrangements via Internet. Vous avez pas lu cette histoire-là? Il paraît que ça a fait le tour de tous les médias du monde. Puis en plus, c'est arrivé à un couple de Montréal. Écoutez bien ça, ça vaut la peine. Ils avaient offert leur maison en ville en échange d'une coquette fermette dans le sud de la France. 2 semaines d'hébergement gratuit sur un site enchanteur. Ils avaient toutes les photos de la résidence qu'on leur proposait en Provence. C'était le paradis, de la verdure à perte de vue, la vraie campagne française. Splendide. Leur maison à eux était très bien, mais c'était vraiment très différent. Le couple français était satisfait de l'entente. Ils voulaient voir Montréal, la ville en ville. Alors ça leur convenait. Ce qu'ils recherchaient, c'était le dépaysement. Alors ils s'entendent sur les modalités avec le couple français. Ils s'échangent des photos, puis les clés des maisons pour la période donnée. Même pas besoin d'avertir les voisins puis de leur demander de jeter un coup d'œil sur la maison. Comme elle va être habitée en leur absence, ça leur fait un souci de moins. Alors ils partent donc la conscience bien tranquille et le cœur léger, convaincus qu'ils vont passer les plus belles vacances de leur vie. Arrivé en Provence, le couple de Québécois se rend à l'adresse que leur avait remise le couple de Français. La femme essaie d'ouvrir la porte, mais elle n'y arrive pas. L'homme essaie à son tour avec force, rien à faire. Alors, ils font le tour de la maison. Peut-être que la clé ouvre une autre porte ou il y a peut-être une autre clé cachée quelque part. Réussiront-ils à rentrer? Et qui les attend derrière la porte? La suite, après la pause. Avant la pause, un jeune couple de Montréal s'inscrivait en ligne sur un site d'échange de maisons. Ils allaient s'installer quelques semaines en Europe chez un couple de Français, à qui ils allaient laisser leur condo à Montréal. Arrivé en Europe, le petit couple se rend compte que la clé reçue des propriétaires français ne fonctionne pas. Ils cherchent le moyen d'entrer quand, surprise, quelqu'un ouvre la porte. Parfait, ils se disent que c'est sûrement quelqu'un qui a été désigné pour les accueillir et leur faire visiter la maison. Pour la maison, la location. Mais c'est pas tout à fait le cas. Cette maison-là, c'est sa maison à lui. Puis il l'a jamais affiché sur le site d'échange. Le couple lui montre la fiche et les photos. C'est bien cette maison-là devant laquelle pose un couple. C'est là que le propriétaire leur dit « Ah oui, ce sont 2 Québécois très sympathiques qui ont voulu se faire photographier devant la maison parce qu'ils la trouvaient charmante. C'est même moi qui ai pris cette photo. » Le couple venait de comprendre l'arnaque. Mais il leur faudrait au moins 12 heures pour faire les arrangements et rentrer au Québec.
où les attendait leur maison vidée de tous leurs biens. C'est un phénomène qui existe. Il y a des sites et il y a des gens qui échangent leur maison. Dans ce cas-ci, c'est particulièrement possible dans le cas de la légende, surtout quand on pense quelqu'un qui va en Europe du Québec. Alors, les vols se font de nuit et par le temps qu'on arrive à la résidence là-bas, C'est correct. quelqu'un a largement le temps de faire un vol, d'autant plus que la clé, qu'on a averti les voisins qu'il y aurait des gens inconnus qui seraient là. Donc, c'est une situation qui est possible et qui est, dans le fond, facile à réaliser. Ce qui m'empêche d'y croire, c'est que on est à l'ère où tu peux trouver tout plus facilement. Que, tu sais, il y a des sites de reconnaissance faciale et il y a... je sais pas si t'es pas capable après ça d'investiguer. C'est long, c'est fastidieux, mais pour réussir à trouver qui a pu faire ça, puis c'est parce que ça prend des photos aussi de l'intérieur, de l'extérieur. Tu as un contact très soutenu avec les gens chez qui tu vas échanger. Si quelque chose cloche, tu devrais avoir la puce à l'oreille plus tôt que ça, tu sais. Moi, je pense juste, par contre, aux 2 personnes, voleurs professionnels, qui sont faites photographier devant la maison en France, dans l'échange de photos. Je dis, il y a quoi là? C'est vraiment les 2 personnes, s'ils n'ont pas pris 2 autres figurants, là, c'est vraiment les voleurs les plus malhabiles que je peux pas imaginer. Ils ont leur face sur Internet. Je veux dire, c'est comme... C'est les personnes chez qui... tu comprends? Fait que... Qui ont été chez eux, supposément, qui ont volé tout leur stock. Et ils se retrouvent sur la photo. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils l'avaient pas loué à 12 couples de Québécois en même temps, parce que tout le monde cherche... On achète avec l'œil pour commencer là-dedans. Fait que c'est sûr que ça, c'est attirant au-delà de beaucoup d'affaires. Tu sais, c'est tous ces éléments-là qui font que, bon, ça tombe, puis c'est pas si possible que ça, parce que tout le monde tomberait dans le panneau. C'était inévitable qu'il y ait de plus en plus de légendes urbaines avec l'Internet parce qu'il y a comme l'expansion des médias sociaux, hein, Facebook, Twitter. On peut pratiquement tout faire sur Internet, les achats, on peut même se marier sur Internet, big deal. Et puis dans ça, ben moi, quand j'ai entendu cette légende urbaine-là, on sait l'information qu'on va mettre sur l'Internet, mais ce qui va sortir au bout, on a souvent des méchantes surprises. C'est comme si l'Internet, c'était aussi une boîte noire. Ce qui se passe entre ce qu'on entre et ce qui va sortir, tu sais, c'est comme, j'achète un PS3, PlayStation PS3 sur l'Internet. Wow! Quelle offre incroyable! Tu reçois ton PS3 et tout ce que tu as du PS3, c'est le mode d'emploi du PS3. Et tu fais, on t'a envoyé le PS3. T'as qu'on t'a envoyé quelque chose, tu sais, à dose homéopathique. T'as le mode d'emploi, t'as jamais eu ton PS3, tu sais. Cette légende-là va parler à un maximum de gens parce qu'on est tous branchés. On est tous pognés qu'une laisse électronique. Écoute, il y en a vraiment beaucoup de possibilités. Il y a des sites Internet où ce que tu vas voir, il y a près comme 40 000 offres un peu partout dans le monde de personnes qui sont prêtes à échanger leur lieu comme ça. Et ces sites Internet-là te font valoir que de toute façon, les compagnies d'assurance, ils préfèrent que tu occupes ta maison par d'autres personnes pendant que tu es parti, ça les sécurise. Tu sais. Dans les faits, au niveau des assurances, ils ne couvriront pas le vol dans ce contexte-là, mais ils le disent pas. Moi, j'ai rien à faire voler chez nous, c'est pas un problème, mais pour ceux qui ont des choses à se faire voler chez eux, ben... Ça te fait la morale de, attends, là, tu t'en vas chez quelqu'un que tu connais pas, et tu laisses cette personne que tu ne connais pas rentrer chez toi, hein? Péril en la demeure, l'étranger dans la maison. Et à ce moment-là, avant même que la personne continue à nous conter cette légende-là, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut déjà nous anticiper. On a assez d'éléments pour s'imaginer que les étrangers sont chez nous et sont en train de nous voler. Mais c'est une bonne idée. Hein? Entendons-nous, c'est une bonne idée de bandit. Si cette histoire est bel et bien une légende urbaine, les véritables fraudes, elles, ne manquent pas. Comme par exemple, l'arnaqueur demande aux victimes un dépôt, et lorsque celle-ci arrive sur place, la maison appartient à quelqu'un d'autre, qui n'est pas au courant, et qui refuse évidemment de prêter sa maison. Morale de toutes ces histoires, si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est que c'est sans doute une arnaque ou une légende urbaine.